donc, nous passons à la communication de Clémence Alviani. Alors, vous êtes donc, vous aussi, chargé d'études et de recherche à l'INHA, et où vous participez à ce projet Digital Muret, tout en rédigeant, enfin, en vous étant d'abord intéressé aux pratiques funéraires des élites militaires en Lucanie pré-romaine, qui vous ont conduit à votre thèse en cours sur armes, métiers des armes et armées en Italie centrale et méridionale du 6e au 3e siècle avant notre ère. Donc, une ligne bien tracée, tout ça avec une agrégation d'histoire en poche, ce qui vous voit bien armé et prêt à quitter l'INHA. Vous découvrez que vous allez déjà partir. Enfin, pour votre bien, puisque vous prenez un poste de TER à Bordeaux dès le mois de septembre. C'est ça, vous irez, en histoire romaine. En histoire romaine, et donc vous irez catéchiser les futurs historiens et archéologues et historiens d'art. Alors vous allez nous présenter nous faire une présentation sur les productions participatives et l'externalisation du dispositif d'identification, et donc un retour sur les expériences du crowdsourcing autour du Digital Muret, qui est, je crois, quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça en archéologie, et que je dois dire, moi, je regarde avec un appétit vorace. Donc, on va vous écouter. Merci. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, le programme auquel nous travaillons, donc ce Digital Muret, il fait face à plusieurs enjeux de compréhension de la donnée, donc ses origines, comment est-ce qu'elle a été élaborée, établie, et c'est aussi sa structuration, comment est-ce qu'elle a été mise en ordre et mise en œuvre par Jean-Baptiste Muret lui-même, puis par ses successeurs posthumes. Dans quel ordre les dessins ont-ils été faits, obéissent-ils à une cohérence particulière, sont-ils les reflets d'une sélection de l'auteur, ou simplement le reflet de l'état d'une documentation archéologique de son temps, et c'est ce que Bastien montre très bien avec les statistiques, ça permet vraiment de mettre un œil et un doigt sur la façon dont on voit les objets, on les classe et on les dessine, parce qu'on a une certaine pensée archéologique, une certaine forme de travail de l'archéologie et de l'objet à l'époque. De la même manière, la statistique permet de voir si on peut observer des lots, des blocs. Bon. Ces questions, elles sont rendues essentiellement possibles par la quantité de dessins que Jean-Baptiste Muret a réalisé, donc près de 8000, on l'a vu, qui permettent vraiment de traiter la quantité sous forme pas de big data, on n'est pas sur des milliards et des milliards de données, mais quand même sous une small big data quand même. On a une certaine quantité qui permet d'atteindre ce qu'au moins on pourrait qualifier de représentativité statistique. Et le problème, c'est que cette quantité, c'est une arme, c'est un atout, mais c'est avant tout aussi un gros problème, puisque ce corpus de 8000 objets, il est un peu difficile de le connaître intégralement à 3, 4, 5 cerveaux, on ne peut pas être spécialiste de tout, et surtout, l'identification d'un large corpus d'objets, de chronologies très variées, il est hétéroclite sur le plan de la documentation, puisque, comme on l'a vu, la documentation extrinsèque, ce que Muret rajoute de tout ça, rapporté par Muret donc, au verso de ses planches, elle est extrêmement hétéroclite. On a parfois juste le lieu, la date, l'iconographie, parfois rien du tout, ce qui rend compliqué, ce qui peut sembler en fait créer une impasse sur le plan qualitatif. Ça peut d'autant plus sembler une impasse, cette quantité, si on considère le nombre d'entrées du recueil et le temps nécessaire à une personne pour identifier un objet, lui donner un numéro d'inventaire, une référence bibliographique et éventuellement une photographie. Certains objets vont prendre 10 minutes. Je sais pas moi, un vase de Phronios, par exemple, ça prend quelques minutes. Ils sont tous connus. En revanche, une monnaie de Corinthe avec un Pégase, une monnaie en argent de Corinthe avec un Pégase, la Bibliothèque nationale en possède des milliers. C'est donc un peu plus compliqué de trouver la monnaie ou de trouver tel objet quand il y en a des centaines d'exemplaires ou que de fait, ils ne sont pas tous aussi fameusement et aussi tous connus, publiés en ligne et accessibles dans la bibliographie. S'ajoute à cela la naturelle nature des contrats qui nous permettent de travailler pour l'INHA. Nous sommes des doctorants contractuels, nous travaillons pour l'INHA que quelques années, malheureusement, c'est dommage, on aimerait rester. Ce qui fait qu'il y a donc un turnover dans l'équipe entre doctorants, moniteurs étudiants, stagiaires, et même aussi entre conseillers scientifiques, puisque nous en avons déjà 2 dans cette salle. Je salue Martine qui est au fond. Donc quand on commence un programme, on ne sait pas exactement quand on va le finir, et surtout on ne sait pas si ceux qui l'ont commencé vont le finir. On est donc un peu face au mur si on prend cette quantité en compte. Et d'autant plus que voilà, Muret, il a dessiné tout plein de choses, de l'industrie lithique paléolithique jusqu'à de la serrurerie médiévale, aussi
étrange que ça puisse paraître au milieu des magnifiques statues d'Hypnose ou de Diane Chasseresse. Il y a un peu de tout, de l'Orient à l'Occident, du Nord au Sud, de la préhistoire à l'époque médiévale, voire même moderne. Il a donc fallu qu'on imagine des choses, qu'on explore des idées pour éventuellement faciliter l'aboutissement du travail et plus prosaïquement impliquer d'autres cerveaux que nos 4, 5, 6 cerveaux dans l'enquête par une forme de travail décuplé mais de faible intensité. Dit autrement, on a songé donc à ce qu'on pourrait appeler bêtement en langage du management du travail, à une forme de parallélisation et d'externalisation du processus d'identification des œuvres. L'idée étant bien sûr de raccourcir le temps de travail pour travailler ces 8000 objets, pour les pétrir durablement. Et donc on a imaginé à pouvoir passer par les formes que permettent la modernité, à savoir les réseaux sociaux et les réseaux numériques d'aujourd'hui, et la mise au point d'une plateforme de collaboration participative, le crowdsourcing, littéralement la mise en source par la foule, si on voulait vraiment traduire littéralement. Et donc ma communication aura simplement pour but de vous présenter quels sont les résultats de ces expérimentations, quelles sont les conditions nécessaires pour non seulement montrer comment est-ce qu'on l'a fait pour Muret, mais comment est-ce que c'est applicable éventuellement à d'autres domaines. Alors, le crowdsourcing, c'est quoi ? Le crowdsourcing, dans son autre que son barbarisme anglais, c'est ce qu'on appelle la production participative ou l'externalisation ouverte. C'est l'utilisation de la créativité, de l'intelligence et du savoir-faire d'un grand nombre de personnes, d'une crowd, une foule en anglais, en sous-traitance rémunérée ou récréative pour réaliser certaines tâches qui sont guidées ou non. Collection d'informations, structure d'informations ou sélection d'informations, traditionnellement effectuée par une personne, un employé ou un entrepreneur. Alors, ça fait partie de ces buzzwords, comme j'ai beaucoup parlé anglais, je suis désolé, je vais faire très Startup Nation pendant ces quelques minutes. C'est un buzzword assez récent, si on se réfère à son origine en 2006, il a été publié pour la première fois, mentionné comme tel dans le Wired Magazine, sous la plume de Jeff Howe, qui désigne ce crowdsourcing comme the process of using an open call contest or a crowd of people to get something down. Utiliser une grande quantité de personnes pour faire quelque chose, pour obtenir un résultat. Depuis lors, en fait, les exemples se sont multipliés comme si c'était quelque chose de totalement novateur, mais en réalité, le crowdsourcing, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, sans qu'on l'appelle pour autant comme ça. C'est comme la prose, on en fait sans le savoir. La première attestation que j'ai voulu choisir, c'est celle du problème de la longitude. Vous savez, on peut calculer la latitude très facilement quand on navigue en bateau, mais la longitude, c'est plus compliqué. Il faut un chronomètre. Eh bien, le gouvernement britannique a lancé un crowdsourcing en 1714 pour que quelqu'un puisse enfin trouver une solution au problème de la longitude. Un vaste appel avec, à la clé, une substantielle rémunération de 20 000 livres. Quelqu'un a réussi, quelqu'un a trouvé, il a été grassement payé, et c'est donc comme ça qu'on a réussi à mieux calculer les trajectoires en navigation navale, parce que ça causait quand même la perte de quelques navires chaque année. Plus récemment, par exemple, Toyota, qui a crowdsourcé en 1936, entre guillemets crowdsourcé, son logo, qui ne trouvait pas de logo et qui l'a fait crowdsourcer. Autre exemple, plus récent, plus contemporain, ce qu'on appelle les hackathons, ou éditatons pour Wikipédia. Hackathons qui sont en gros de vastes réunions de pools de pirates, de programmateurs informatiques pour craquer un code de sécurité. Une entreprise qui produit, je ne sais pas moi, un antivirus, réunit 20 000, 30 000 codeurs pour briser leur code. Celui qui réussit, on l'embauche, parce que d'une, il a réussi à briser le code, et deux, du coup, il connaît la faille, et donc il connaît la solution. Bon. Autres exemples en fait beaucoup plus récents et beaucoup plus insoupçonnés de ce qu'est un crowdsourcing, Wikipédia, qui est peut-être probablement aujourd'hui le plus grand système de crowdsourcing existant, puisqu'il réunit des millions de contributeurs chaque jour, chaque semaine, chaque année. Autre exemple un peu plus insoupçonné, YouTube, qui est littéralement le crowdsourcing télévisuel. Vous pouvez, à n'importe quel moment de la journée, rajouter de la documentation vidéo, et ce qui donc crée du divertissement crowdsourcé. En histoire de l'art, puisqu'il faut quand même aller en histoire de l'art, au-delà par exemple du jeu vidéo, je vous montrais cette capture d'écran, c'était pas juste une blague, par exemple Pokémon, c'est pas l'histoire de l'art, mais on a réussi, avec plus de 90 000 joueurs en permanence connectés, à aboutir au jeu Pokémon, à la fin du jeu Pokémon. Ça a pris exactement 16 jours, 7 heures et 45 minutes, avec des gens qui lançaient des commandes totalement aléatoires sur un mode anarchique, avec bien sûr un système de domination statistique. Ceux qui envoyaient le plus de commandes similaires faisaient avancer le jeu petit à petit. Le jeu a été fini, c'est-à-dire qu'avec une trajectoire définie, un but précis, mais des milliers de joueurs qui répondent à la même chose différemment, vont réussir à faire aboutir un jeu. On peut donc compter sur la masse de la foule pour essayer d'obtenir un résultat guidé selon une trajectoire.
Plus récemment, donc en histoire de l'art, on a des exemples réguliers d'institutions muséales, patrimoniales et culturelles qui vont produire des ressources pour mettre en ligne des données pour qu'elles soient crowdsourcées. Alors en exemple, en novembre 2017, la British Library qui lance In the Spotlight, c'est un projet axé sur les collections historiques d'affiches et de brochures imprimées de la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle, et qui permet en fait de enrichir les données sur ce trésor d'affiches, 100 000 affiches, en les décodant, en les transcrivant et en explicitant leur contenu dans une base de données. Autre exemple aussi, le cas de cette épée du XIIIe siècle dont on n'arrive pas toujours d'ailleurs, à déchiffrer l'inscription qui fait partie d'un lot d'épées probablement fabriquées en Allemagne aux alentours des années 1270. Mais cette épée de la British Library pose problème, son inscription n'est pas déchiffrable. On a donc lancé un crowdsourcing pour espérer trouver quelqu'un qui, par une démarche linguistique ou épigraphique ou quelque chose d'autre, réussirait à formuler une interprétation. Les projets de crowdsourcing comme celui-ci sont une opportunité pour les gens afin d'aider à l'amélioration des collections historiques et patrimoniales des institutions tout en acquérant eux-mêmes, lors de cette contribution collaborative, à améliorer leurs propres connaissances sur la vie quotidienne, sur le passé, sur une collection ou sur des objets. C'est un avantage, c'est que lorsque cette démarche requiert une attention et une souscription particulière, elle permet au visiteur de créer une expérience réflexive de lui-même, d'interagir avec la collection. L'analyse de ces expérimentations de crowdsourcing permet donc plusieurs remarques. Grâce au web, grâce à ses potentiels sociaux, ses potentiels interactifs, le visiteur donc devient, du fait de son poids numérique, de sa quantité, il devient une forme de consultant informel de l'institution, puisqu'il donne des informations à l'institution sur ce qui l'intéresse, en allant contribuer sur ce qui l'intéresse. Grâce à la miniaturisation des dispositifs connectés, tout simplement les téléphones et autres, de plus en plus, et leur démocratisation aussi, de plus en plus d'individus ont accès à des collections numériques ou peuvent interagir avec la collection directement pendant leur visite. Ils ne sont pas juste passifs devant l'objet, devant l'œuvre, devant l'art ou devant la muséographie, mais essayent d'interagir avec. Alors vient là la question du problème, parce que là c'est un travail gratuit du coup. Donc vient la notion de rétribution et de paiement, elle pose pas tant de problèmes que ça dans les crowdsourcing à visée scientifique, institutionnelle et patrimoniale, puisque la plupart du public considère que ce qu'on va documenter, ce sur quoi on va parler est profit free. On n'est pas là pour profiter, c'est un commun, c'est un bien collectif, et donc on ne cherche pas à être rétribué pour sa contribution. C'est donc pas un frein éthique que de solliciter du travail gratuit en soi. Donc la mise en place de ces plateformes en ligne de crowdsourcing, elle a permis de faire concrètement évoluer la notion de labor, de travail, en playbird, donc une espèce de jeu participatif, de clever game, de smart game, pour les visiteurs, pour les participants des institutions, qui traduit entre autres aussi un héritage philosophique du jeu vidéo, qui va être celui du modding. Depuis l'émergence des jeux vidéo en ligne dans les années 2000, certains jeux vidéo, certains éditeurs ont mis en place des plateformes totalement libres d'édition du jeu où un joueur peut créer sa propre carte du jeu, sa propre façon de jouer et ainsi le mettre en ligne gratuitement sans aucun droit intellectuel autre que celui de jouer au jeu. C'est ce qui nous a inspiré donc pour crowdsourcer le Digital Muret. Même si le crowdsourcing repose sur la capacité à toucher un bassin démographique, l'idée de proposer au public d'identifier une partie des objets de Digital Muret, elle n'est pas née d'elle-même en même temps que le programme. Elle est venue dans un second temps, à la suite d'une première expérimentation totalement personnelle sur les réseaux sociaux. En fait, le tout premier objet de Jean-Baptiste Muret sur lequel j'ai mis un nom, une date, un lieu de conservation, je l'ai fait grâce à Twitter. Je l'ai fait grâce à une forme de crowdsourcing, puisque je ne comprenais pas ce qu'était cet objet. Vous voyez ici ce dessin, c'est une planche de Muret, c'est quasiment la première page du volume 1. Et j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Alors, au vu de la couleur, des planches chromatiques qu'utilise Jean-Baptiste Muret, je me suis dit, c'est de l'ivoire, c'est du bois, c'est quelque chose de ce genre-là. Je le poste donc sur Twitter en demandant aux gens, parce que j'ai la chance d'avoir quelques abonnés sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors j'avais formulé l'hypothèse que c'était médiéval, d'une part, que c'était de l'époque, disons, nasride, 12e, 13e peut-être, ou géométrique mamelouk, j'en sais rien. Je connais pas trop ça, je suis antiquisant après tout. Et donc je le poste sur Twitter en espérant que quelqu'un de plus connaisseur que moi, ou quelqu'un qui avait plus de temps que moi pour aller sur Google, puisse le trouver. Et bien en fait il s'agissait tout simplement d'un olifant en ivoire,
conservé au Metropolitan Museum et issu d'un trésor de Roger II de Sicile. Je ne savais pas qu'il était passé en France. D'ailleurs, l'historique de la collection est extrêmement complexe. C'est un de ces cas avec 10, 15, 20 attestations de possédants avant l'arrivée au Met. Et ceci vraiment fait, perso, ça me fait penser à un fragment d'olifant. Et c'est vrai, il y a un olifant en ivoire qui ressemble à ça au Metropolitan, et c'est exactement ça. Vous voyez, en un quart d'heure, 20 minutes, c'était fait extrêmement rapidement. On avait une identification, un numéro d'inventaire, un historique, une bibliographie. C'était fait en 5 minutes. Vraiment parfait, le cas idéal. Vraiment le cas parfait, je n'ai pas eu à me fatiguer, j'avais mon café à la main et c'était fait, quoi. Rapidement, donc, le problème s'est reposé puisque nous nous sommes répartis entre doctorants, avec Cécile, Christian, qui maintenant est à l'école française, Bastien, moi-même, Mathilde. Nous nous sommes répartis des corpus, puisqu'on n'est pas spécialiste de tout. Donc, certains, l'orfèvrerie rhodienne, d'autres, les armes et les monnaies, c'est mon cas. Et le problème, c'est que je suis nul en grec et pas bien meilleur en latin. Et j'avais parfois des problèmes en lisant les monnaies pour identifier l'ethnique. Vous savez, le nom de la cité qui a émis cette monnaie, parce que je ne connais pas absolument toutes les cités grecques du monde provincial, impérial, romain. Et donc je mettais en ligne régulièrement des images des monnaies pour qu'un bon helléniste me dise « Ah, ça c'est l'ethnique de telle cité, Prusias à Dipium, ça c'est l'ethnique de Korykos, etc. » Et donc ça me permettait d'aller plus vite dans ma recherche sur Gallica pour trouver les monnaies. Petit à petit, donc, une fois que ces expériences ont commencé à donner plusieurs résultats, par exemple ici, un bout de vase qui apparaît comme un fragment chez Muret et qui est en fait virtuellement un fragment, parce que c'est un vase entier, mais que Muret a découpé pour faire faux. Et une amie l'a identifié comme le fragment F2661 du Pergamon Museum. Hop, un objet de plus. Donc, je me suis rendu compte qu'en postant en ligne des images de Muret, des gens intéressés, pas forcément chercheurs, pas forcément historiens d'art, se mettaient à essayer de trouver. Ça les intéressait, ça suscitait un intérêt collectif. On a donc décidé de mettre en place un crowdsourcing avec une plateforme en sélectionnant des corpus. Alors, un crowdsourcing, comment ça fonctionne ? D'une part, ça repose sur la spontanéité, la liberté de choix et de rythme de contribution et des relations informelles et amicales entre contributeurs. Très bien, là-dessus, c'est le principe de base, c'est la philosophie de base. Quels sont les 5 éléments essentiels pour en obtenir un qui fonctionne ? Premièrement, il faut soulever l'intérêt du public par une publicité, une communication de l'institution sur l'institution. Il faut être visible en ligne, visible sur les réseaux sociaux, et il repose en fait ce crowdsourcing sur une capacité à capter un bassin d'utilisateurs. Deuxièmement, il faut définir précisément ce en quoi le public peut aider. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'on va lui faire faire, et qu'est-ce qu'on ne va pas lui faire faire parce que ce n'est pas son rôle. En troisième temps, travailler en interdisciplinarité. Et là, à l'INHA, on a la très grande chance, d'avoir la cellule d'ingénierie documentaire qui nous permet de créer des contenus informatiques complexes que nous, banals historiens de l'art et archéologues, ne savons pas forcément faire. Exception faite de Bastien qui sait faire très bien des statistiques, mais ça, on ne sait pas tous faire. On a donc une équipe de communication aussi à l'INHA qui nous permettait de ventiler cette information sur le crowdsourcing pour obtenir une validation du point 3, donc travailler en interdisciplinarité. Il faut savoir quel public est-ce qu'on va cibler. Est-ce qu'on va cibler uniquement les connaisseurs? Est-ce qu'on va cibler uniquement les amateurs éclairés? Ou est-ce qu'on va jouer sur le plus grand pool démographique possible, sur le plus grand nombre de gens? Et enfin, identifier les coûts de lancement. Ici, c'est pas très compliqué, c'est nos salaires, et ça, ils sont compris dans la formule générale. On a donc fait le choix d'une plateforme libre de droit, gratuite, qui s'appelle Zooniverse, que Antoine Courtin a sélectionné, qui se spécialise notamment dans tout ce qui est identification de la faune vivante. D'ailleurs, la faune est vivante, c'est un peu pléonasmique, mais enfin bref. Typiquement, on pose dans une forêt des centaines d'appareils photo à détecteur de mouvement, prend une photo, quel animal c'est, et ça permet en fait aux gens de traiter une grande quantité de données. Ici un renard à telle heure, ici un renard à telle heure, ici une chouette, ici un renard, et donc de créer de la donnée de fond, de la donnée structurée, afin de traiter ensuite, du point de vue chercheur, les données accumulées sous forme de traitement documentaire. Bien. On a donc lancé un corpus particulier. On s'est dit que si on mettait d'emblée les 8000 objets, ça allait être compliqué pour que le public puisse identifier 8000 objets, puisque nous-mêmes, déjà, on avait du mal à imaginer pouvoir traiter ces 8000 objets. Donc on a choisi, paradoxalement, un corpus assez simple, entre guillemets simple. Je mets des paires de guillemets. On a décidé de mettre en ligne la céramique grecque.
Pourquoi ? Parce que dans l'absolu, on s'est dit qu'on pouvait le faire nous-mêmes. Et puisqu'on peut le faire nous-mêmes, c'est parce que ce sont des corpus qui sont très bien publiés. Il y a le Corpus Vasorum Antiquorum, la Beazley Archive, la Trendall Archive, il y a tout un tas de collections numériques en ligne de musées qui donnent la part belle aux vases grecs, qui sont souvent très mises en avant dans les collections muséales, dans les vitrines. Donc on connaît énormément de photos en libre d'usage, libre de droit, sur Wikipédia ou sur Flickr par exemple. C'est donc assez rapide en fait de trouver les vases grecs une fois qu'on en connaît l'iconographie, l'inscription par exemple, ou rapidement sa forme. On a donc décidé de prendre ce corpus et de le sortir de notre propre charge de travail, à peu près, j'exagère un petit peu, et de le mettre en ligne sur une plateforme avec un scénario de remplissage. Alors je vais vous montrer rapidement ce en quoi ça consiste, avec un espèce de petit questionnaire que tout un chacun peut venir remplir pour pouvoir tenter d'identifier ce vase grec en fonction de son temps, de son envie. Alors, par exemple, ici, souhaitez-vous décrire l'image ? Oui. Vous pouvez ensuite décrire le dessin comme vous voulez. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Voilà. Quelle est la forme de l'objet ? Alors, quelqu'un a une idée ? C'est une coupe ? Oui, c'est une coupe de type Kylix, je dirais. À peu près. Est-ce qu'on a une Kylix ici ? Je l'ai passé ? Non ? Ah oui, coupe. J'ai cherché Kylix, moi, du coup. Passez à la suivante. Pouvez-vous notifier la catégorie stylistique du vase ? Je dirais que c'est de la figure rouge, mais j'en suis pas totalement sûr. Avec, à côté de ça, bien sûr, tout un tas de tutoriels, puisque on se doute bien qu'on ne s'adresse pas à des gens qui connaissent la céramique grecque. Donc, comment contribuer ? Pourquoi avons-nous choisi les vases grecs ? Avec à chaque fois un long paragraphe explicatif qui sert en fait de plateforme didactique pour que les gens savent pourquoi ils vont répondre ça et comment ils doivent le faire. Par exemple, si je ne sais pas ce que c'est que la figure rouge ou la figure noire, j'ai toute une explication sur l'origine des styles, leur façon d'être faite, leur tradition, leur localisation principale. Bon, figure rouge, next. Quelle est la région de production ? Alors moi, je ne suis pas spécialiste de céramique grecque, je dirais attique au hasard, mais si je ne sais pas, on a ici un magnifique encart, une nouvelle fois, avec l'ensemble des régions de production de la céramique grecque, la Sicile, les grands ateliers de céramique à figure rouge italiote, les grands ateliers béotiques corinthiques, etc., etc., où on peut ensuite se documenter sur d'autres liens. On peut sortir, rebondir pour se documenter. Alors moi, je pense que c'est de l'attique quand même. C'est trop joli pour être du béotien. Pouvez-vous proposer une datation ? Oui, je dirais 450 ? 450 BC, juste pour le principe. Connaissez-vous le lieu de conservation de l'objet ? Là, je ne sais pas trop, donc je préfère passer à la question suivante. Connaissez-vous l'historique de l'objet ? Bon, pareil, je ne sais pas. Pouvez-vous partager vos sources ? Non, je suis radin. Je préfère passer à une autre question. Et à la fin, vous avez un récapitulatif qui vous permet de donner quelques données structurées donc, à la plateforme, next, et vous passez à l'objet suivant. Ici, on n'a pas un vase entier, ni même un déplié d'une coupe, on a juste un extrait. Bon, souhaitez-vous décrire l'image ? Alors, il y a une colonne, un sphinx et un homme avec une épée. On est globalement sur une scène d'Oedipe à colonne, quelque chose comme ça, d'Oedipe et la sphinge. Il suffit de remplir dans un français tout bête. Il n'y a pas besoin d'utiliser le vocabulaire très normé, très scientifique. Nous, après, on a un pool de données qui nous est versé et qu'on peut traiter, etc., etc. Autour donc de ces dessins de céramique, on a proposé vraiment toute une série de tutoriels qui permettent à la fois de connaître l'objet, de prendre une part dans sa description, dans son analyse, et en même temps de connaître ce sur quoi nous travaillons, c'est-à-dire de s'intéresser à la question des vases grecs, quelles sont les spécificités des vases grecs dessinés par Jean-Baptiste Muret, où chercher pour identifier ces images, puisqu'après tout, après l'avoir décrit, si tout le monde ne connaît pas la Beazley Archive, tout le monde ne va pas forcément y aller de manière spontanée. Et donc, on peut trouver sur ces tutoriels énormément de liens qui permettent de renvoyer vers le CVA, les collections en ligne de Berlin, de Boston, de Londres, de New York, etc., pour faciliter aux gens non seulement l'exploration volontaire des catalogues numériques en ligne, des données des musées, mais aussi, tout simplement, pour qu'ils se construisent eux-mêmes une connaissance selon ce qui les a attirés à ce moment donné. Alors, pour le moment, nous sommes à un corpus, le corpus des céramiques grecques, c'est le premier que nous avons fait. Ça prend du temps à préparer ces scénarios, mais une fois qu'on est bien rodé, ça marche. Avec, comme vous voyez, quelques statistiques. On a plusieurs centaines de contributeurs anonymes qui se sont inscrits,
mais seulement 19 qui ne se sont pas inscrits, mais 19 qui se sont inscrits nommément, notamment des gens comme François Lissarag, je ne sais pas si vous le connaissez, des gens comme Vincent Cuche, un maître de conférence en histoire grecque à Nice. On a en tout eu 2736 tentatives de classification. Alors parfois c'est juste je ne peux pas décrire ce vase, parfois c'est pas grand chose, mais parfois c'est des identifications qui vont jusqu'au bout, avec plusieurs, finalement peut-être une trentaine de vases qui ont été faits quasiment depuis le début. À l'origine, on avait donc 308 vases, il n'y en a plus que 290, puisqu'on les a réduits petit à petit au fur et à mesure des identifications. Ça, c'est donc les résultats aujourd'hui. J'ai fait un test pour vous montrer aussi que ça nécessite d'activer la communauté, d'être actif pour communiquer dessus. Hier, on était à 2680-85, et rien qu'en publiant le lien sur Twitter une fois, on a eu une quarantaine de contributions, montrant que tant qu'on anime la communauté, on peut obtenir des contributions en quantité assez régulièrement. Merci pour votre attention. Alors, à nouveau, est-ce que vous avez des questions ? C'est celui-là, c'est une celui là-bas. C'est celui qui est au bout de la table. Merci. Merci Clément pour cet exposé. J'ai pas mal de questions. La première, c'est, tu dis que le travail gratuit ici ne pose plus problème puisque c'est dans un but de recherche et ainsi de suite. Pour avoir participé à un certain nombre de projets collaboratifs, se pose quand même la question des licences choisies pour les données, puisque les usagers aujourd'hui sont parfois prêts à contribuer, mais fâchés si les données ne sont pas récupérables. Par exemple, on pense au cas de l'indexation des poilus morts pour la France, pour lesquels les données étaient fermées par la suite, et il a fallu du temps avant que le ministère les ouvre et que les contributeurs puissent faire de l'exploitation statistique sur ce sur quoi ils avaient contribué. Alors nous, c'est extrêmement simple. Tout ce qui est publié sur la plateforme que Federico va vous présenter dans quelques minutes sera téléchargeable. C'est-à-dire que les documents, les murets, les dessins de Muret sont libres de droit. Il n'y a plus de droit d'auteur dessus, ils sont suffisamment anciens. En cela, nous avons demandé des images libres de droit pour l'essentiel. C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est des Creative Commons, ce qu'on va demander. Pour toutes les photos qui ne seront pas de nous, on demandera aux institutions muséales des photos libres d'usage, et les données structurées en elles-mêmes seront téléchargeables par échantillon, par choix. Si on a fait une recherche sur « donnez-moi tous les vases grecs du volume 2 », on pourra tout télécharger. Le but est de pouvoir récupérer la donnée structurée, puisque cette donnée structurée, comme l'a dit Bastien, elle est indexée dans Agora. Et Agora, c'est la base de données de l'INHA, c'est public. Donc, aucune donnée que nous allons rentrer, indexée grâce au crowdsourcing ou grâce à toute autre forme de plateforme, elle va être totalement libre. Elle est totalement libre avec, pour l'instant on n'a pas encore totalement pris de décision, mais sur les contributeurs du crowdsourcing qui se sont identifiés nommément, je pense à François Lissarag par exemple, il va de soi qu'on peut les mentionner en remerciement en tant qu'auteur de l'identification d'une notice. On ne pourra pas faire ça peut-être pour 150 000 personnes, et puis tout le monde n'a pas envie de contribuer sous son vrai nom, c'est totalement légitime, Internet est aussi fait pour ça. Donc clairement, il y a là-dessus une totale ouverture sur l'idée d'open data, open access, etc. Là-dessus, on est totalement clair. Oui. Bonjour, deux petites questions. Alors d'abord, pour la vérification des données que vous obtenez, parce que on sait bien que rien que quand on fait travailler des stagiaires, sur une base de données, on a un travail. Il y a du déchet. Ouais, voilà. Donc comment ça se passe? Parce que évidemment, quand c'est une notice faite par François Lissarag, je pense que ça va, c'est impeccable en général. Mais quand c'est un anonyme qui a joué, entre guillemets... Alors pour ça, c'est vrai qu'on avait présupposer que la plateforme The Universe serait très pratique pour ça, et c'est une des limites, c'est mon dernier tiret sur cette slide, c'est que il faut qu'on exporte manuellement en fait l'ensemble des contributions qui ont été faites à une date T, donc une liste, un fichier Excel, un fichier CSV de N lignes, 2700 par exemple, et là on a l'ensemble des contributions, et après c'est à nous de faire le tri manuellement via fichier CSV. C'est un peu laborieux. Je pense qu'Antoine vous en parlera, pour en parler beaucoup plus longtemps. C'est pas un système WYSIWYG où on peut dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, on peut cliquer très rapidement. C'est un peu plus fastidieux que prévu. C'est ce qu'on n'avait pas en fait imaginé à la base en fait. Voilà. Mais du coup ça permet de faire un retour d'expérience
sur la façon dont on demande les données, dont on demande des contributions et dont on les rassemble nous. Parce que du coup, on sait maintenant que ça prend un certain temps, qu'il faut régulièrement télécharger, enfin importer, exporter, entre guillemets, regarder, valider, filtrer et rebalancer du nouveau corpus pour pouvoir animer ça. Parce que sinon, en effet, on se retrouve avec parfois 150 contributions sur le même vase, qui est le vase de la première vitrine, de la première salle du Louvre. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin de ce vase, donc on peut le retirer du corpus. Donc là où il y a un retour sur l'expérience qui est très favorable, c'est qu'on sait maintenant que ça prend du temps, mais pas tant que ça finalement, de sortir les données, de les lire, et qu'il faut mettre à jour le corpus régulièrement pour pas que les gens renseignent 100 fois le même objet. Voilà. Oui, j'allais dire, les gens, est-ce qu'ils peuvent choisir justement les objets qu'ils veulent renseigner, est-ce que c'est la machine qui leur propose automatiquement, ou bien est-ce qu'ils peuvent, je sais pas, en disant en fonction de leur spécialité, moi c'est les chefs sauvages, c'est ma passion, je ne fais que les vaches, je sais pas. Il me semble que pour le moment, c'est pas possible de dire je veux ne jamais retomber sur cet objet, mais par exemple, si là je suis sur décrire le dessin, je peux faire next. Si finalement il me plaît pas, je peux clairement passer à un autre dessin. Voilà, je peux changer d'objet. On ne peut pas voir l'ensemble en fait de ce qui est proposé. On ne peut pas tous les voir, à une exception près. On a triché un petit peu puisqu'on a mis sur le carnet de recherche digital. Dans Google ça marchera. On a mis sur le carnet de recherche en fait les 300 et quelques images et on peut les naviguer dans une galerie en fait. On peut tous les regarder. Bon, c'est le seul problème, c'est qu'on ne peut pas avoir une visualisation galerie d'un coup sur la plateforme The Universe de tous les vases, de tout le corpus et qu'il faut un peu naviguer dedans. C'est encore aussi une des limites, mais on trouvera forcément un moyen de la contourner un jour. Si on décide de maintenir l'expérience, c'était purement expérimental ce crowdsourcing. C'était vraiment l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'il faut pour que ça accroche. Avec quelle quantité d'énergie on accroche combien de gens et combien de contributions. C'était vraiment très expérimental, fondé sur l'idée que sur les réseaux sociaux, on arrivait à capter quelques objets identifiés, quelques gens intéressés. Voilà. Ah non, mais c'est très intéressant. Merci. Autre question ? Johanna encore. Ah non. Martine de oui, d'abord je voulais féliciter toute l'équipe pour cette évolution vraiment incroyable et remarquable de ce qui concerne l'histoire des collections d'antiques et l'histoire le travail sur les recueils de dessins et les recueils de gravures qui nous permettent de les connaître. C'est vraiment, moi je trouve ça extraordinaire, du coup ça me permet de suivre aussi à distance ce qui se fait. Je voulais revenir sur l'aspect crowdsourcing au community sourcing, parce que Clément l'a bien dit, vous avez choisi une ouverture très grande, qui d'ailleurs permet de la pédagogie, donc qui est très très bien faite. Moi, je trouve ça formidable. Simplement, après, on se rend bien compte que les gens qui forment la communauté étroite, ils sont repérables par leur nom essentiellement, puisque on parle de François Issarac, on parle de Vincent Cuche, évidemment, on sait tout de suite de qui il s'agit. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui ont participé, mais dont on ne connaît pas ni l'identité, ni la nationalité, ni le type de compétences, puisque ça peut être extrêmement large. Moi, ça me fait penser au fait qu'Internet m'a permis personnellement de me rapprocher d'un certain nombre d'amateurs, d'érudits locaux, d'amateurs, de curieux, qui ne sont pas du tout des professionnels, mais qui sont sur Internet et qui, quelquefois, trouvent des choses extraordinaires. Donc, est-ce que vous envisagez éventuellement, quand même, à un moment ou à un autre, de demander quelques renseignements à ces gens-là sur... Parce que j'imagine, Clément, que tu connais une partie de cette communauté Twitter par laquelle je suis suivi. Par exemple, Jastro75... Mais juste avoir une petite idée de qui est capable, vraiment sur le plan sociologique et pour nous, méthodologique, ce serait intéressant, qui est capable de participer, qui réussit à identifier des choses, par quels moyens, quel type d'informations. Par exemple, je pense aussi à des gens qui passent leur temps dans les musées à photographier. Il y en a beaucoup qui alimentent Flickr, qui alimentent Wikipédia et qui ne sont pas forcément des archéologues. Donc, est-ce que ce ne serait pas l'occasion, cette expérience aussi, d'avoir un peu une connaissance de ce type de contribution-là? Voilà. Alors, c'est extrêmement pratique puisque la plupart de ces gens, quand ils font du crowdsourcing, en général, c'est parce qu'ils en font déjà. C'est-à-dire que ce sont déjà des habitués de Wikipédia, très souvent. Ce sont déjà des habitués de la donnée libre, ouverte, de la contribution collective. Et par exemple, Marie-Laine Tepaimar, Jastro75, c'est quelqu'un d'extrêmement connu sur Wikipédia et Wikimedia. Je crois qu'elle a posté quelque chose comme 35 000 photos sur Wikimedia Commons de tous les musées qu'elle a visités dans le monde entier. C'est-à-dire que une fois sur deux, quand je cherche un vase ou un truc surmuré dans Wikipédia, je tombe sur une photo d'elle, en fait, qu'elle a déjà prise en données non discrètes. Elle a juste shooté partout le cartel, l'objet, elle met en ligne la donnée structurée, et voilà. Jastro, elle a des études d'histoire, mais elle n'est pas chercheuse. Marie, elle a fait des études d'histoire, mais elle n'est plus chercheuse aujourd'hui, donc c'est une amatrice éclairée, si on veut, une connoisseuse, mais pas une spécialiste.
On a d'autres exemples, j'ai un peu zappé un paragraphe, mais pour certaines monnaies, j'ai eu plusieurs informaticiens, des gens qui aiment bien Internet, qui aiment bien Twitter, ils sont sur les réseaux, ils voient des monnaies et ils sont un peu excités, entre guillemets, titillés par l'envie de cette espèce de pulsion scopique de vouloir trouver la chose. Et donc ces gens-là se sont mis à chercher avec moi et à ma place, et en même temps que moi, les monnaies sur les sites de vente. C'est-à-dire que moi, j'avais du mal à identifier ne serait-ce que le type avant de trouver l'individu, parce que ce qu'on cherche, c'est des individus avec un numéro d'inventaire. Avant de trouver l'individu, il faut déjà identifier le type. Est-ce que c'est une monnaie d'Antonin le Pieux à Prusias ou est-ce que c'est une monnaie de Caracalla à Antioche de Pisidie? Et bien du coup, ces gens-là, en tapant parfois plus intelligemment que moi, je ne suis pas faillible, dans les bases de données de monnaie en ligne, par exemple le Classical Numismatic Group, ils trouvaient plus vite que moi le type monétaire et ils me disaient tiens, cette monnaie-là que tu viens de mettre en image, c'est celle-ci. Donc maintenant que j'ai le nom, l'empereur, plus ou moins, et la cité, je vais dans Gallica, Prusias, Adipium, Caracalla, et bim, il y en a 30, il suffit de comparer les 30 avec le dessin, et c'est bon. On a donc des profils sociologiques assez diversifiés entre les professeurs, maîtres de conférences, les chercheurs qui s'avèrent être sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont à la mode, ou parce qu'ils sont tout simplement un peu jeunes dans leur tête, ou parce qu'ils ont compris que c'était intéressant. Dans un deuxième temps, une population, une démographie de connaisseurs qui ne sont pas spécialistes du sujet ou spécialistes de la période, mais qui eux ont une implication spécifique dans la donnée structurée, publique, en ligne, les commons, tout simplement, et qui se regroupent par communauté d'intérêt via Twitter, par exemple, hein, parce que en gros, il suffit de regarder les abonnés de quelqu'un comme Vincent Cuche pour retrouver 90% des historiens de l'Antiquité de Twitter. C'est assez rapide. Hein. De la même manière, si on suit Christian, on va retrouver sur Twitter la plupart des institutions en histoire antique ou en archéologie ou en histoire de l'art antique assez rapidement. Donc voilà, on a cette deuxième sphère de profil, et la troisième sphère, ça va être les non spécialistes, non connaisseurs, mais intéressés par l'idée de commun. Et ceux-là, ils vont contribuer assez facilement parce qu'en fait, ils ont une puissance de recherche, ils savent chercher, ils savent utiliser Google, ils savent utiliser les outils collaboratifs, et ils savent en fait aller dénicher des informations à la sauvage, vraiment en pur bricolage, parce qu'ils ont des mots-clés, ils ont un fonctionnement par mots-clés qui leur permet de trouver des informations. Je suis désolée, j'avais encore des questions. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres dans la salle, mais normalement, on devait s'arrêter à 11h. Il est 11h05, donc peut-être qu'on peut continuer à vous harceler de questions pendant la pause café, qui durera 15 minutes.